c'est le prix. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomag, votre petite friandise du vendredi soir. Et cette friandise, aujourd'hui, elle est totalement connectée à l'actualité. L'actualité, ce sont les 80 ans de la libération et notamment de l'arrivée des Alliés sur la côte normande. Nous sommes en Normandie, à Luc-sur-Mer, avec Christophe. Bonjour, de chez bonjour à Mototeam, tous. officine qui adore les motos scooters chinois. C'est votre grande spécialité. C'est ma passion, C'est ta les passion. vélos électriques. Mais aussi les motos de collection. Et il y en a des très sympas. On verra ça tout à l'heure. Dans l'actualité, bien évidemment, vous voyez des Jeep Willys partout, des faux GI, des Harley Davidson WLA, WLC. Mais en fait, il y a aussi, ça c'est courant, c'est les clichés de la libération. C'est du beau matériel, mais c'est du beau courant, matériel. en effet. Nous, on vous propose, dans cette édition d'un apéro avec Motomag, des découvertes. Et figure-toi que malgré mon grand âge, Christophe, tu m'as appris aujourd'hui que Triumph était aussi une marque de moto allemande. Et voici, devant vous, une Triumph allemande. Raconte-nous ça. Je suis très très fier d'avoir pu t'apprendre quelque chose. Grave. Effectivement, Triumph, marque bien connue anglaise, mais créée par un Allemand, Monsieur Bettmann, qui va déposer ce nom-là à la fin du siècle, du 19e siècle, 1886. Un nom qui sonne bien dans tous les pays, à la fois en France, en Allemagne et en Angleterre. Triumph qui va... on va faire un petit peu court, ouvrir en fait une usine de moto en 1902 et Monsieur Bettmann va s'associer à un autre Allemand de la même origine, de la même ville que lui, Nuremberg, et ils vont créer une succursale à Nuremberg, qui dans un premier temps va fabriquer les mêmes machines en fait qu'en Angleterre. Cette succursale ouvrira en 1903. Les Triumph sont strictement les mêmes machines. Il y a juste en Allemagne des petits deux temps supplémentaires qui ne sont pas produits en Angleterre. Les Allemands aiment bien les deux temps. On va perdre un petit peu la trace de la marque Triumph allemande à la Première Guerre mondiale. On sait qu'ils vont fabriquer des machines à écrire, des choses pour les bureaux. Et on va les retrouver après la Première Guerre mondiale, après le traité de Versailles, avec des machines un petit peu plus petites, des machines principalement en deux temps. Ils monteront des grosses motos 4 temps, des 500 en fait, équivalentes aux Triumph anglaises, mais ce sera vraiment pas le gros de leur activité. Et ils vont se lancer à fond dans le deux temps. En 1929, entre les deux unités anglaises et allemandes, on va dire que le divorce un petit peu est consommé pour des raisons que les historiens de la marque pourraient peut-être nous dire. La marque anglaise va continuer à produire de très belles machines. La marque allemande va partir plutôt sur de l'utilitaire, plutôt même exclusivement sur du deux temps. Et la marque Triumph allemande n'aura plus l'autorisation de produire des motos sous le nom Triumph en les exportant. On trouvera des Triumph en Allemagne, mais lorsqu'elles seront expédiées hors de l'Allemagne, elles porteront le nom TWN, abréviation de Triumph Werk Nuremberg, en fait, de fabrique Triumph de Nuremberg, tout simplement. Ils vont beaucoup fabriquer de deux temps. Ils vont même ne fabriquer quasiment que ça. Et pour éviter de payer des brevets, alors on ne va pas rentrer dans un long discours technique de balayage un petit peu compliqué, ils vont créer avec leur ingénieur en chef un moteur qui n'aura pas de balayage. On va utiliser en fait deux pistons qui montent ensemble et qui donnent dans une chambre de combustion commune. C'est un petit peu chinois pour tous ceux qui pratiquent pas trop la mécanique. Pour les amateurs, c'est très très original. Et là devant nous, on a une très jolie, du moins à mes yeux, très jolie Triumph de la guerre. Une machine qui n'a été produite que pour l'armée allemande. En fait, elle n'a pas été vendue aux civils. Elle s'appelle la BD 250, car c'est une 250 cm3 W sans doute pour Wehrmacht. Une moto qui est très très en avance en fait par rapport à l'époque. On a un moteur entièrement en aluminium, ce qui est quelque chose d'assez rare à l'époque. On a une forme... on a eu des moteurs, notamment chez les Anglais, ils faisaient encore des moteurs en fonte à la fin des années 70. Une Commando, et là, on est sur moteur utilise alu. la fonte très très longtemps. Là, on a une mécanique tout alu. Elle a un surnom, ce moteur, c'est le... Tout à fait. Pour montrer un petit hérisson, peu... Exactement. On la surnomme le hérisson. C'est un nom qu'on trouve assez souvent dans le monde de la moto, dès qu'on a des ailettes, en fait, non pas tout arrondies autour du moteur, mais en forme de petits pics. Et c'est la première, en fait, à s'appeler la hérisson. C'était un petit peu la manière à Triumph de montrer leur domination dans les fonderies. C'est eux qui coulent, en fait, les blocs moteurs. Une machine assez technique, un truc assez quand même révolutionnaire à l'époque. On se demande même pourquoi sur une machine militaire le monter. Si vous observez, on ne voit pas le carburateur. Le carburateur, il est sur le côté, je vais vous faire voir, il est caché là-dessous. En fait, il est au niveau du vilebrequin et il est mis juste devant un disque rotatif. C'est une technologie quasi inconnue à l'époque, que l'on va retrouver sur les motos de Grand Prix japonaises, les Kawa 250, 350, une RG 500 Gamma, très connue des passionnés de moto des années 80. Donc vraiment quelque chose de très très en avance. Ça sort en 39, faut quand même comprendre, on a un deux temps
On a déjà un graissage séparé avec une pompe à huile. On a un carter de chaîne étanche. On a vraiment des choses très très avancées pour l'époque. Très belle machine. Triumph continuera à produire ensuite pour le civil des machines un petit peu plus simples. Et on en perdra la trace dans la deuxième moitié des années 50, à l'époque où le marché de la moto s'écroule. Ils seront rachetés par Grundig, pour des raisons que j'ignore. Pourquoi Grundig qui fait des télés. Grundig qui fait des télés. Est-ce que la seconde activité de Triumph Allemagne, qui était la production de produits de bureaux, notamment de machines à coudre, est-ce qu'il y avait un intérêt, est-ce qu'il y avait des emboutis pour faire ça? Je l'ignore. Mais donc la marque allemande, tout du moins, disparaîtra en 57. La marque anglaise, elle, continue avec une histoire qui se perdure de nos jours. En 84, elle repart en 89. Exactement. Voilà, 88. Elle roule cette moto. C'est une machine qui roule, c'est une machine qui fait des rallyes. À rouler la boîte, elle est où? Il y a combien de vitesse? Ça monte à combien? C'est une bête de course. J'ai claqué des temps terribles à Carole avec. Non, plus sérieusement, c'est une machine à conduire qui se comporte un petit peu comme une machine à la fois moderne sur la disposition des commandes. Si tu as conduit, je connais ton expérience, si tu as conduit des vieilles motos, tu as le levier de vitesse à la main, de l'embrayage placé un peu partout. Là, on a des commandes tout à fait classiques, l'embrayage à main gauche, la boîte de vitesse 4 rapports, premier en bas, le reste en haut, comme une moto moderne. Les freins sont placés. Boîte à gauche aussi. Boîte à gauche, exactement comme une moto actuelle de la production. En 39, c'est assez rare finalement. Oui, mais on va trouver ça sur d'autres machines également. Les DKW utilisent également cette disposition-là. Après, à conduire, pour répondre à ta question, on est en 39, donc il n'y a pas de suspension à l'arrière, ça viendra après-guerre. Les freins sont quand même tout relatifs, même si à l'époque ils étaient suffisants. Pas oublier que ces motos-là sont beaucoup utilisées en tout terrain pour l'armée. Il n'y a pas de grand bitume, c'est pas de l'enrobé, donc il ne faut pas non plus bloquer les roues. Une machine bien ancrée dans son époque, plutôt douce, plutôt facile, très maniable. Combien de chevaux ça sort à peu près, Ça développe 12 chevaux. Ça roule à 80 de croisière. Croisière 75-80, c'était capable de prendre 100-105, mais là c'est vraiment pour fuir l'ennemi, quand on tire dessus. Sinon, ça tombe bien, là, on est en Normandie, les mecs qui repartaient au pays. Mais là on a plein entre guillemets d'ennemis. Non, je plaisante. Un petit salut aux collectionneurs de matériel américain et alliés. Ça va de soi. Très bien. Merci pour cet éclairage, parce que moi sincèrement j'ignorais complètement l'existence de Triumph allemande. C'est une vraie découverte. Je ne savais pas du tout cette partie parallèle du sport, dont Triumph d'ailleurs parle assez peu. Oui, puisque c'est une autre division finalement. Et tu en verras peut-être sous le nom TWN, encore une fois, les machines exportées, on en voit parfois un petit peu dans les bourses d'échange. D'accord, dans lesquelles je vais assez peu. Celle-ci est pas super facile à trouver, on va dire. Ça, c'est quoi les voyants? C'est le système à fusible, en fait. On est dans un modèle quand même militaire, il faut pouvoir facilement intervenir dessus, réparer quelque chose. Et donc là, tu as effectivement donc le contact, c'est pas une clé, c'est une petite tirette, un témoin de charge qui te dit que tu recharges bien ta batterie, et, comble du luxe, un témoin de point mort. C'est fabuleux. Mais c'est impressionnant. En 39, un témoin de point mort. Oui, c'est même assez incroyable sur une moto militaire. On a un témoin de point mort. Super, merci Christophe. On va passer juste après sur une autre catégorie de motos, les motos avec des marques purement allemandes qui ont servi pendant ce deuxième conflit mondial. Donc là, Christophe, on est sur des motos qui ont été utilisées par l'armée allemande. Exactement. Pendant le conflit, une des particularités de l'armée allemande, c'est qu'elle a utilisé les motos pour combattre. Alors que tu dis dans les autres forces militaires de différents pays, la moto est un moyen de communication, de liaison, mais pas un moyen offensif. Tout à fait. La moto est très souvent dans les différentes armées utilisée à l'arrière du front. Les Allemands vont créer vraiment des compagnies motorisées avec des motos, avec notamment des sidecars qui parfois seront armés. On va avoir effectivement parfois des poussées offensives qui vont être menées par des motos. Ça, c'est à peu près à ma connaissance le seul pays belligérant qui va utiliser cette technique. La moto en Allemagne, c'est vraiment quelque chose d'important depuis l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. On a beaucoup de clubs moto qui se créent, on a beaucoup d'aides pour que les jeunes se mettent à la moto, ce qui leur permet d'avoir des motards quasiment confirmés dès le début du conflit. Et on trouve beaucoup de motos. Une collection de matériel allemande passe quasi obligatoirement par la moto. C'est quelque chose de très fréquent. C'était une stratégie d'Hitler au pouvoir. Il avait déjà planifié son sale coup quelques années en amont. Très certainement. Je pense que dans sa tête, c'est même sûr, la guerre était prévue bien avant 1939. D'accord. Effectivement, dans tous les films, on a cette représentation du flat, alors qu'il soit Zundap ou BMW. Ce sont des motos qui sont proches, techniquement. C'était les deux gros constructeurs haut de gamme de motos en Allemagne avant-guerre, avec effectivement des machines, beaucoup de bicylindres à plat. Zundap avait une gamme plus large que BMW. Ils avaient des petits monocylindres de temps, et ils avaient même un 4 cylindres à plat, une K800, une très très belle machine. Le flat, qu'il soit BM ou Zundap, dans l'inconscient collectif, c'est la moto allemande par excellence. Ça, et en fait, techniquement, elles se valent, ou il y en a une qui était meilleure que l'autre, entre une Zundap ou une BM
Aujourd'hui, dans l'usage collection qu'on en fait, techniquement, elles se valent. Les machines coûtent à peu près le même tarif. Elles sont autant recherchées par les collectionneurs. Oui, je pense, sans faire outrage ni à l'un ni à l'autre, que les deux machines se valent. Alors techniquement, il y a des trucs intéressants, notamment la grille de vitesse en H. On dirait presque une grille de bagnole de ces années-là. Et tu disais, en fait, ce sont des motos qui ont été, qui sont dérivées de modèles de série au départ. Comme la majorité des motos. Ce sont des motos ouais. civiles qui sont ensuite peintes et un peu équipées pour l'usage militaire, mais il y a quand même des spécificités, notamment sur cette machine. Tu disais les réchauffeurs de carbu sur le front sibérien, à pouvoir la démarrer le matin par grand froid. Il y a d'autres choses comme ça qui sont faites pour un usage militaire plus intensif. Complètement. En fait, au début de la guerre, on enrôle en quelque sorte des motos qui sont civiles. Alors, elles sont livrées soit directement à l'armée, soit elles sont en début de guerre prises dans le monde civil. Et au fur et à mesure des différents fronts, notamment le front de l'Est, on va se rendre compte qu'il y a certains problèmes récurrents qu'il faut résoudre. Et donc, les ingénieurs de chaque marque vont s'évertuer à améliorer les points qui posaient problème. Donc, sur une machine comme la BMW R12 qui est devant nous, on va monter des systèmes sous le moteur de protection en fait pour éviter que les cailloux ne viennent casser le carter moteur. Il y a pas facile à montrer à la caméra, mais on a une espèce de grosse grille sous le moteur. On voit ici, je vais essayer de vous le montrer, un système au niveau de la colonne de direction, cette plaque en fait rivetée qui va être ajoutée sur les versions militaires lorsqu'elles reçoivent un sidecar. Cette moto est très souvent également attelée à un sidecar, en fait, qui permet d'éviter les torsions lorsque, à nouveau, on est sur des terrains défoncés. Ce sont des machines, nous, aujourd'hui, on s'en sert de façon gentille, mais à l'époque, ça roulait dans le fèche-fèche nord-africain. Voilà, c'était les mecs ont traversé les Ardennes avec ça. Ah, ils ont traversé les Ardennes, mais ils ont fait, toi qui connais bien les Ardennes, tu sais que c'est quand même pas une zone facile. C'est une zone difficile. Donc, ce sont plein de petites modifications. On a également, sur la culasse, on le voit, au-dessous de la bougie, on a un petit sigle marqué OZ74. Je vais pas vous traduire le OZ en allemand, parce que même au Scrabble, il n'y a pas assez de lettres pour le faire. Ce sont des moteurs qui sont à très bas taux de compression pour pouvoir utiliser une essence de mauvaise qualité, front russe, front nord-africain. Donc, on va en fait diminuer un petit peu les performances de ces moteurs, mais leur permettre de rouler dans n'importe quelle condition avec de carburant de très mauvaise qualité. Donc finalement, plein de petites modifications. On a également des rapports de pont qui sont beaucoup plus courts sur les motos militaires. On n'a pas besoin que ça roule vite. Par contre, on a besoin que ça sorte de bourbier. On a besoin que ça roule au pas dans les défilés militaires. Donc on a vraiment des petites modifications qui rendent les versions spécifiques à l'usage militaire. Mais on dérive d'une version civile. La base est une version civile. C'était des motos hyper fiables. Ah, ça, c'est une fiabilité ferroviaire. Oui, là, ça roule super bien. C'est 80 ans, 85 ans. Elle a 85 ans, cette moto-là. Ça roule toujours très bien. C'était d'une fiabilité à toute épreuve. D'accord. Alors ça, c'est une des motos les plus emblématiques justement de l'armée allemande. Par contre, une des plus répandues, c'était les DKW sur lesquels tu es. Ça, tu m'expliques qu'en fait, elle a été conçue avant le conflit. Mais encore une fois, Adolphe avait son sale plan dans sa tête dès le départ. Et la moto a été conçue pour un usage civil en premier, mais pour être super robuste et pour être maltraité. Absolument. Que ce sera absolument les années suivantes. On a ces machines, donc là nous sommes sur des DKW, autre marque allemande, qui en son temps, au début des années 30, il faut le rappeler, était le premier fabricant mondial de motos. C'était un très 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 gros groupe, le groupe Auto Union. Là on est sur le modèle le plus utilisé par l'armée allemande en quantité. 350 NZ, 350 cm3, un monocylindre de temps, des machines qui sortent en 38, un peu livré aux civils, il y en a aux couleurs civiles, mais principalement pensées pour l'armée. Des cadres qui sont extrêmement costauds, qui sont construits de manière rapide, des mécaniques qui sont assez faciles à réparer, à échanger, des systèmes d'allumage sur des boîtiers extérieurs en fait au carter moteur. C'est un petit peu caché, je ne sais plus de quel côté. Fred ira nous les filmer. Le caméraman va nous montrer ça après. Donc ça, ce sont des motos légères, appréciées des pilotes de l'époque parce que facile à sortir quand on est tombé dans un fossé. Des motos relativement rapides qui permettaient les liaisons, énormément les liaisons en fait lorsqu'on a des colonnes, des divisions qui se déplacent pour passer les messages. Il n'y a pas de téléphone portable à l'époque. Dès qu'il y a une avarie, dès que quelqu'un a besoin de quelque chose, c'est un message, c'est un motard effectivement qui va faire la liaison, parfois sur des centaines de kilomètres. Les mecs roulaient 18 heures par jour là-dessus. Carrément. Et c'est pareil, c'était d'une fiabilité absolue. C'était d'une fiabilité absolue. La difficulté aujourd'hui pour le collectionneur, c'est de maintenir ces motos-là, parce que là, on est sur des marques qui n'existent plus. La marque a elle est partie du côté est, en fait, côté russe. Elle continuera à produire des machines différentes. Mais trouver des pièces spécifiques sur ces motos-là, c'est un petit peu la galère. Parce que DKW, c'était Auto Union. Donc, en fait, tu vas chez ton conseil Audi.
tu vas chez ton concessionnaire Audi, qui te tu lui amènes ta carte grise, ouais. et s'il te trouve la pièce, tu me donnes son numéro de téléphone. Je cours le voir, j'ai besoin de lui parler. J'y manquerai pas. Deux questions pour finir cette partie sur les motos allemandes. La cote, ce sont des motos qui sont recherchées, ça coûte cher, c'est facile à trouver. C'est qui le client type de ce type de moto aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs questions. Le client type, c'est souvent un passionné, bien entendu, de moto, mais je pense principalement d'histoire. Tu vas avoir des gens qui poussent ta porte en tant que boutique de motos anciennes pour voir des motos de collection, pour voir des motos militaires, parce qu'ils roulent, parce qu'ils aiment ça. Mais tu as aussi des collectionneurs d'objets historiques qui vont se monter chez eux une petite scénette avec un mannequin, avec des objets, des fûts, des jerrycans, on en parlait tout à l'heure, et qui vont mettre une ou deux motos. Donc ce sont des machines qui ont finalement une assez grande demande. Il y a des gens qui aiment ça. C'est plus facile de collectionner de motos qu'un camion 6.6. Oui, ou qu'un char ou qu'un avion. Voilà, ça prend beaucoup moins de place. Ouais. Après, au niveau de la cote, c'est un petit peu ce que l'on veut bien y mettre. Les motos allemandes... il y a quand même une espèce de valeur planchée. Oui, tu as une valeur, bien sûr. Une DKW en super état, patinée comme ça vaut quoi ? En gros, sur le marché, en état de fonctionnement, tu es autour des 10 000 €, avec une petite surcote pour les versions de fin de guerre, de production de fin de guerre, qui n'étaient à ce moment-là produites que pour l'armée allemande. Celle-ci finira sa carrière avec un bloc moteur en fonte, elle s'appelle la NZ1, et elle est un petit peu plus chère. Ces motos l'armée allemande a utilisé jusqu'au bout, ils ont combattu jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus rien en fait. Donc on en trouve moins facilement qu'une anglaise ou qu'une américaine qui a été produite en masse et qui a beaucoup moins été détruite. Une cote, pareil, quelque chose que j'ai appris aujourd'hui, outre l'existence de Triumph allemande, j'imaginais pas qu'un beau sidecar des Zundap ou BMW de la guerre pouvait dépasser 60 000 €. On dépasse 50, on atteint 60 000 quand elles sont magnifiques. Alors attention, il ne s'agit plus de la version sur laquelle tu es assise, mais de versions spécifiques. Ce sont des attelages avec une roue motrice du sidecar, une technologie effarante à l'époque, boîte courte, boîte longue, frein hydraulique, marche arrière. Avec différentiel. Ce sont des motos où la roue du side est constamment motrice, mais tu as un différentiel, tu peux t'en servir. C'est pas un Oural d'aujourd'hui. Non. Et beaucoup de belligérants avaient une moto équipée d'un sidecar avec une roue qui était crabotable. Quand je suis en lisée, je crabote le pont, je peux sortir, mais je ne peux pas rouler avec la moto roue crabottée. Les BM et les Zundap pouvaient le faire. Ces modèles-là, par leur histoire, par leur technique, jouissent d'une cote quand même effectivement assez exceptionnelle. Autour de 60 000 €. Ça va dépendre de l'état, ça va dépendre de l'authenticité. Il y a beaucoup de refabrication de pièces. Une très belle en pièces authentiques, 55-60, oui, ça ne choque personne. Alors, ma dernière question sur ces motos allemandes, et c'est évidemment pas ça qu'a décidé de l'issue de la guerre, mais en fait, les Allemands avaient beaucoup de véhicules de plein de marques différentes, ce qui posait des problèmes d'entretien, de pièces, etc. Là où il semblerait que les Alliés étaient plus sur une formule monotype. En gros, on avait la Harley WLA, on avait une Norton ou une BSA chez les Anglais, et puis basta, ce qui facilite l'entretien, ce qui facilite les pièces, et puis ce qui facilite le fait que quand on est en panne, tu chopes l'autre et tu prends la pièce dessus et elle repart. Ça a été le drame de l'intendance allemande. À la fois dans les motos, toi, on a des marques différentes, la Triumph qu'on vient de regarder, la BM, des DKW de différents types qui sont là, également dans les véhicules, également dans les camions, il y avait plein de marques, il y avait plein de produits qui étaient complètement différents. Outre ceux qui le produisaient, mais aussi tous les véhicules de prise des pays qui ont été occupés. Et c'était très très compliqué lorsqu'un front s'étend sur des milliers de kilomètres, on pense à la Russie, c'était presque impossible à l'intendance d'avoir les pièces correspondant à toutes les différentes pannes qu'ils pouvaient rencontrer. C'est l'une des grandes forces des armées alliées, notamment des Américains, où tu as une Jeep, un Dodge, un GMC, et une Harley. Alors, il y a quelques autres variantes, j'ai fait un petit peu quelque chose de limitatif, mais en gros, avec ça, déjà, tu pouvais équiper des régiments complets. C'est une grosse faiblesse de l'armée allemande. Donc, tu étais chef mécano de l'armée allemande, tu t'es arraché les cheveux, quoi. Complètement. Mais aujourd'hui, le collectionneur adore parce qu'il y a une variété de produits. Tu l'as vu comme moi, on se promène sur les plages, c'est d'actualité, sur les plages du débarquement. On a vu 200, 300 Jeep, on a vu 100 Harley Davidson. Mais pas une seule Triumph allemande. T'as pas vu une seule Triumph allemande, on a dû voir 2 DKW. On a pas vu. Il y en a, faut pas dire qu'il y en a pas, ça se trouve, mais il y en a quand même beaucoup moins. D'accord. Merci Christophe pour ça. On va terminer par une petite capsule parce que dans un souci d'exhaustivité, on n'a pas d'Harley sur ce plateau, mais on a une moto Les Alliés, on a une Norton. On a une belle Norton 16H. On va terminer autour de cette Norton 16H. Allons voir cette belle moto. Là, Christophe, on est devant une Norton. C'est bizarre, quand je la vois, j'ai l'impression que c'est une moto encore plus vieille que les trucs allemands. Quand tu vois la forme du moteur, la forme des carters, la forme des commandes, le vieux carbu, tu as l'impression d'une moto qui a
20-30 ans de plus qu'est-ce qu'elle devrait avoir. Je me trompe ou pas? Mais non, tu te trompes pas. Elle est pourtant... Quel talent, putain. Mais quel talent, mais tu nous impressionnes chaque jour davantage. On est pourtant sur une machine contemporaine en termes de production des motos allemandes que nous venons de voir. Mais effectivement, là, on utilise une technique beaucoup plus ancestrale. Alors, on va quand même présenter la machine en quelques mots. C'est une jolie Norton 16H qui est dans un très très beau jus d'origine. C'est une version militaire, ce que sa couleur ne laisse pas deviner tout de suite. En fait, après-guerre, le kaki n'était pas tellement à la mode, en fait. Donc, systématiquement, les véhicules étaient repeints. Mais les numéros de série font preuve d'une véritable machine militaire. Alors, pour répondre à ta remarque pertinente, c'est vrai que les Anglais, ça a toujours été le cas dans la production des motos anglaises d'ailleurs, utilisent des choses éprouvées, des choses qu'ils connaissent. Ce moteur-là, il sort finalement assez peu après la Première Guerre mondiale. C'est une très vieille mécanique qui va être améliorée, qui va être légèrement remise au goût du jour, mais finalement très peu. On a une boîte 4 vitesses, c'est une boîte séparée, cylindre, culasse, on est en fonte, on utilise une boîte de vitesse, donc complètement séparée, un système de carburateur un petit peu plus ancien. On est vraiment sur une machine qui a de conception 20 ans de plus que les DKW, et je parle pas de la Triumph anglaise où là il y a carrément un demi-siècle d'écart entre les deux machines. C'est pas pour autant que cette machine n'est pas sympa, n'est pas fiable, ne répond pas en fait à ce qu'on lui demande de faire. C'est une machine qui fonctionne fort bien, c'est une machine un petit peu lourde, ça fait plus de 170 kg, c'est un petit peu un tracteur. On retrouve la même chez BSA, chez un concurrent avec la M20 qui lui ressemble beaucoup. Ça correspond à la moto à la fin des années 30 et au début des années 40. C'est beaucoup moins moderne que ce que tu trouves sur les machines allemandes. Les Zundap et les BM avaient fait vraiment un gap de modernité. Ouais, bah écoute, ça se voit dessus. La cote, la fourche, les compteurs, t'as vraiment l'impression d'être sur une moto complètement. D'un peu fin des années 30 quoi. La cote d'une Norton comme ça? À nouveau, tout dépend de l'état et de l'aspect vraiment d'origine. Alors justement, en parlant de l'état, est-ce qu'une moto qui est complètement patinée dans son jus avec des morceaux de peinture qui manquent coûte plus qu'une qui est restaurée quasiment à neuf? Eh bien, curieusement, souvent oui. Notamment lorsqu'il s'agit d'une machine militaire. Si tu peux retrouver d'un véhicule, pas forcément une moto, mais des vieux insignes de division qui peuvent retracer un petit peu la moto. Oui, si elle est restée dans son jus d'origine... c'est beaucoup plus difficile à trouver. Une moto, tu peux la restaurer n'importe quand. Tu pourras toujours lui donner cet aspect sorti d'usine, mais lui retrouver la patine du temps, c'est impossible. Et c'est de plus en plus compliqué à trouver. Alors, tu peux la laisser dans la cour de Motomag. Il y a des motos qui se dégradent un petit peu de manière naturelle. J'ai entendu parler de certaines machines, effectivement. Attention néanmoins, quand on parle de patine d'origine, faut faire la nuance entre ça et un sac de pu. Il y a beaucoup de gens qui te vendent une merveille, mais qui est vraiment complètement ruinée. On parle d'une belle patine d'origine. D'accord. Un dernier mot, on n'a pas d'Harley WLA ici, mais on en voit plein sur la côte, etc. Toi, tu étais un peu critique finalement sur la Harley, comme quoi c'était pas non plus une merveille. Alors, dès que tu touches à Harley Davidson, tu touches à un mythe. Donc, c'est toujours assez plaisant de critiquer un peu le mythe parce que j'aime bien regarder les clients qui me font les gros yeux. C'est une superbe machine, c'est une grosse machine, la Harley WLA. C'est une machine complètement civile à la base, comme beaucoup d'ailleurs, qui va recevoir quelques petits attributs militaires. C'est une belle moto, c'est une moto compliquée à travailler. Nous sommes un magasin, on a un atelier, on en a parfois qui passent entre nos mains. C'est vraiment un tracteur, c'est vraiment une mécanique des années 30. C'est chouette. Et en même temps, c'est affreux à bosser dessus. Déjà, à conduire, c'est particulier. Les commandes n'ont rien à voir. Tu as l'embrayage au pied. Enfin, c'est un voyage dans le temps. Elle a ses passionnés. Elle a un nom prestigieux. C'est quoi la cote, une WLA? Une très belle WLA aujourd'hui, tu es autour d'un bon 15 000 €. Oui, c'est pas si cher que ça. En fait, on assiste à un replacement, c'est souvent le cas en fait, par rapport à certains véhicules. Tu as les gros sidecars tractés allemands qui sont arrivés à des prix énormes et le gap par rapport à une Harley n'était pas forcément justifié. C'est une 750 également, c'est une belle grosse machine. Donc ces motos-là ont tendance à se replacer en valeur. Donc une très belle, 20 000, ça choque pas. Tu trouves quasiment rien à moins de 12 000 € sur le marché. D'accord. Merci en tout cas Christophe pour cet éclairage sur des marques que l'on ne connaissait pas, sur des modèles. Des machines méconnues, qu'on fait l'histoire et que l'on célèbre dans cette semaine d'actualité. Vous nous dites dans les commentaires, faut-il, si on collectionne les objets militaires, faire du conformisme et avoir une Jeep et une Harley, ou faire dans le bizarre et chercher une Triumph allemande. Le bizarre, c'est chouette. Le bizarre, c'est chouette. Ici, on aime le bizarre. Merci encore merci à Christophe pour ça, pour ton accueil et pour le temps que tu nous as consacré. Merci à Fred à la technique, merci à Émeric à la technique GoPro. Vous nous dites la guerre c'est nul, les motos militaires c'est bien ou le contraire. Enfin, c'est vous qui voyez ça dans les commentaires. On est prudent. On est prudent en Norton, en Harley WLA, en Triumph allemande ou en autre chose. Bisous sur le casque, pas le casque à pointe, non, bisous sur le casque tout court. Et à très bientôt sur d'autres émissions de la chaîne YouTube de Motomag.